Heureux de vous retrouver sur Moto TV pour suivre cette actualité dont voici le grand titre de déplacement, de déplacés fuyant l'activisme des rebelles du M23 affluent ces jours dans plusieurs villages longeant le lac Édouard. L'on dénombre plus de 2500 ménages de personnes déplacées. La population vit dans la psychose craignant pour une éventuelle attaque des Kiavignonké. Par ailleurs, la situation sécuritaire reste précaire dans les zones occupées par ces rebelles. À Goma, la Lucha dénonce les arrestations arbitraires dont sont victimes les habitants. Tout pour les sommaires. Voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. La situation sécuritaire et humanitaire demeure préoccupante dans le territoire de Lubero. Les déplacés de guerre continuent d'affluer en territoire de Béni, fiant l'avancée du 1-23 à Kiavignonké. La peur reste perceptible dans l'opinion, même si l'armée congolaise renforce sa présence dans la zone. Delphin Mpanda pour le reportage depuis Kiavignonké. Il parcourt au moins de 3 heures d'état dans les pirogues pour atteindre le territoire de Béni. Les déplacés de guerre qui fuient la présence de l'AFC M23 dans le territoire de Lubero affluent le village de Kiavignonké, situé à près de 50 km au bord du lac Édouard. Pour l'instant, c'est la principale porte d'entrée à Béni pour ces déplacés de guerre venus des villages Lunyasenke, Kisaka, Musenda, Yakakoma et Aviron. Mumberouile Majimi enfuit le village Kisaka au milieu de plusieurs coups de balle. À Kiavignonké, il continue avec son travail de pêche pour la survie de sa famille. Nous sommes des déplacés. Nous avons fui les attaques des Rwandais du M23. Nous arrivons ici parce que nous avons peur des tueries. Je poursuis mon travail que je faisais à Kisaka, la pêche. C'est de ça que je peux subvenir aux besoins de ma famille parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrai retourner chez moi. Mais si la situation sécuritaire s'améliore, je veux bientôt rentrer. Dans le cas contraire, je reste ici. Il n'y a pas que Jimmy, les déplacés de guerre sont nombreux à Kiavignonké et arrivent chaque jour. Ils s'enregistrent au bureau de la société civile locale pour une première assistance. Au moins 2700 ménages se sont déjà fait identifier. La population vit dans la peur de constater la progression du M23 vers le village de Kiavignonké, indique Gelas Kitei, vice-président de la société civile de Kiavignonké. La peur, elle est là, puisque bien avant, on attendait l'ennemi de très loin. Mais les cas où l'ennemi est déjà présent à Lunyasenke, ça crée justement la psychose parce que l'ennemi a tendance à venir vers chez nous. C'est suite à cela que la population reste dans une psychose suite à cet événement. Où la population a tendance aussi à prendre aussi la direction des autres villages à Virona, Kiavignonké. Des forces armées, ils ont déjà envoyé des unités qui sont déjà sur le terrain, ils sont en train de s'affronter. Nous espérons peut-être que ça va changer. Gerlas est rassuré par l'arrivée des forces armées de la RDC qui ont renforcé leur présence dans la zone. Les éléments du 2101 régiment des FARDC ont même progressé au-delà pour empêcher l'avancée du M23. Le village de Kiavignonké est situé à 119 km au sud de la ville de Béni, où se situe le chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Dans un communiqué publié le dimanche 4 mai 2025, le porte-parole des opérations Sokola un Grand Nord et du Front Nord, le lieutenant-colonel Makazukai, a parlé d'une violation intentionnelle et flagrante du cessez-le-feu et de toutes les mesures arrêtées dans le cadre des négociations de Doha et de Washington. Les FARDC se réservent le droit de riposter sur tous les fronts si la menace de l'AFC M23 persiste. Insécurité en ville de Goma, le rebelle du M23 AFC mène depuis le week-end dernier des opérations de bouclage dans différents quartiers du chef-lieu du Nord Kivu ainsi que dans la localité de Saké. Le mouvement affirme avoir réussi à interpeller près de 300 personnes en 3 jours et vouloir mettre la main sur tous les détenteurs d'armes à feu. Stewart Mwindo, activiste pro-démocratie et membre au sein du mouvement Lutte pour le changement Lucha, dénonce une chasse à l'homme discriminatoire. Suivez ce reportage de Mwana Mpenzi Manzeki. Les opérations de bouclage organisées à Goma et à Saké depuis samedi 10 mai ciblent les quartiers les plus touchés par l'insécurité, notamment ceux qui se retrouvent dans le nord et dans l'ouest du chef-lieu de la province du Nord Kivu, où des dizaines d'assassinats ont été enregistrés ces dernières semaines, ainsi qu'une hausse des nombres de braquages et d'enlèvements. Lundi 12 mai, encore,
4 autres personnes d'une même famille ont aussi été tuées et brûlées vives dans une maison du village Kabale Katambi, Kassana, dans le territoire de Nyiragongo, à périphérie de Goma. Selon la IFC M23, les opérations à court qui visent à mettre la main sur tous les détenteurs d'armes à vue de rayer le règle de criminalité ont permis d'arrêter plus de 200 militaires congolais, une centaine de Wazalendo, des présumés FDLR et 154 criminels. Mais leur ampleur comme la méthode utilisée suscite de nombreuses critiques. D'après Stewart Mouindo, militaire de la lucha et activiste pro-démocratie, la population est arrêtée arbitrairement, ce qui est une violation des droits de l'homme. Il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées alors qu'ils n'ont pas été trouvés ni avec des armes ni avec des insignes militaires. Donc voilà, il ne s'agit pas comme les rebelles les prétendent d'une opération de bouclage pour rechercher des bandits, mais c'est vraiment une véritable chasse à l'homme. Et pour nous, nous avons des inquiétudes. La première, c'est que ces personnes qui sont arrêtées soient enrôlées de force dans la rébellion du M23. On sait que cela est déjà arrivé par le passé. La deuxième inquiétude, c'est que ces personnes soient portées disparues. Il demande la libération des personnes arrêtées. Il a fait de cette opération des chances à l'homme. Les maires nommés par le rebelle a notamment déclaré que plus de 1700 armes avaient été récupérées depuis la prise de Goma à la fin du mois de janvier, de plus de 300 ce dernier jour. Et l'ancien président Joseph Kabila est visé par une demande officielle de levée de ses immunités parlementaires. Le Sénat pourrait se prononcer sur cette requête à partir de ce jeudi 15 mai. Kinshasa l'accuse de trahison et de complicité avec la rébellion du M23. Eugénie Moussiriwa. Dans un communiqué publié le mardi, le Sénat a annoncé que la plénière de ce jeudi inscrira à son ordre du jour l'examen du réquisitoire transmis par l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Ce dernier sollicite la levée des immunités de Joseph Kabila, sénateur à vie, afin de permettre l'ouverture de poursuites judiciaires contre lui. Cette demande fait suite à une injonction du ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui accuse l'ancien chef de l'État de faits graves, trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité en lien avec les violences dans l'est du pays. Le gouverneur affirme détenir de nombreux éléments de preuve établissant une implication directe de Kabila dans ce qu'il qualifie d'agression du pays, orchestrée par le Rwanda à travers le mouvement armé M23, désormais rebaptisé AFC. Cette position marque une radicalisation dans les discours des autorités congolaises qui semblent désormais déterminées à poursuivre tous ceux qu'elles soupçonnent de collusion avec les rebelles. Cette démarche suscite toutefois des réactions contrastées dans l'opinion publique et la sphère politique. Deux voix s'élèvent pour dénoncer un processus jugé précipité et politiquement orienté. Maître Jean-Claude Katembe, président de l'Azado, a rappelé que toute poursuite contre un ancien président élu doit suivre une procédure spécifique. Il a insisté sur l'exigence d'un vote des 2/3 de membres du Parlement réunis en congrès, comme le prévoit la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État. Il met en garde contre tout raccourci juridique qui pourrait être perçu comme une tentative de règlement de compte, même son de cloche du côté de l'ancien candidat à la présidentielle. Seth Kikuni, qui dénonce une intimidation politique visant à affaiblir l'opposition. Pour lui, le statut de sénateur à vie n'est pas une simple distinction symbolique, mais une protection légale qui ne peut être élevée arbitrairement. Il critique également le fait que d'autres personnalités politiques, comme des anciens premiers ministres, n'ont jamais été poursuivis avec autant de rigueur, ce qui rend le cas Kabila suspect aux yeux de plusieurs observateurs. Sur le plan politique, le Front commun pour le Congo FCC, plateforme fondée par Joseph Kabila, a exprimé sa vive indignation.
Dans un communiqué signé par Raymond Chibanda, président de sa cellule de crise, le FCC accuse le pouvoir en place de violer la Constitution et les lois de la République. Il affirme que les poursuites engagées sont motivées par des considérations politiques et non juridiques et rejette toute tentative de remise en cause du statut de sénateur à vie de leur leader. Le FCC rappelle que ce statut, prévu par l'article 104, alinéa 7 de la Constitution, est inaliénable et protégé de toute ingérence politique. Toute procédure judiciaire contre Joseph Kabila, selon eux, doit impérativement respecter la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 qui exige un vote à la majorité de 2/3 du Parlement réuni en concret. Et nous revenons dans la province du Nord Kivu. Nous parlons de cette faible couverture en électricité dans les différentes entités de la partie nord de la province. Des discussions autour de cette question ont fait l'objet d'une assise au gouvernorat ce mercredi 14 mai 2025. Les travaux ont été présidés par le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Somo Kakule. Détail presse du gouvernorat. Problématique des dessertes en électricité dans la partie nord du Nord Kivu. Une journée d'échange axée sur cette question a été organisée au gouvernorat provisoire du Nord Kivu, basé en ville de Béni ce mercredi 14 mai 2025. L'objectif était de définir une politique collective concertée entre les acteurs intervenant dans le secteur de l'électricité dans cette partie de la RD Congo sous la houlette du gouvernement provincial du Nord Kivu en collaboration avec les services techniques attitrés. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, a déploré la faible couverture en électricité dans cette partie nord du Nord Kivu en dépit de la présence de plus d'un opérateur dans ce secteur. Occasion pour lui d'inviter toutes les entreprises de desserte en électricité dans la région à privilégier l'intérêt général de la population plutôt que de se bousculer dans des visions privées. Pour le général-major Évariste Somo, il faut qu'on arrive à améliorer la desserte en électricité dans cette région en matérialisant ainsi la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, tient à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers plusieurs programmes, dont celui du développement des infrastructures et aménagement du territoire. Ce programme cible particulièrement l'implantation des infrastructures énergétiques et de transport pour la transformation et l'évacuation des produits en vue de booster les activités tant minières, industrielles qu'agricoles. À noter que les opérateurs de desserte en électricité dans la partie nord du Nord Kivu sont entre autres SNEL, Virunga Énergie et Énergie du Nord Kivu ENK. Et la République démocratique du Congo doit investir dans l'ingénierie pour pouvoir se développer et maintenir son développement même pour les générations futures. Propos du professeur Cinquin Pia de l'Université de l'Assomption au Congo. Cet investissement implique la libéralisation du secteur pour permettre aux universités de diversifier les programmes d'enseignement et injecter de l'argent pour financer les recherches en sciences de l'ingénierie, a-t-il dit. Isabelle Wangahemuka pour d'ample détails. D'aucuns pensent que l'avenir du monde dépend des sciences de l'ingénierie, c'est-à-dire de l'apprentissage des matières scientifiques, techniques et technologiques. Le professeur Héritier Ntenkempia trouve que la RDC devrait dès à présent se tailler une place dans le monde actuel et celui à venir grâce à son potentiel à émerger dans ces secteurs. Ce docteur en intelligence artificielle est doyen de la faculté des sciences et technologies à l'Université de l'Assomption au Congo. UAC conseille le gouvernement de financer les études et les recherches d'ingénierie pour permettre au pays de figurer parmi les acteurs clés du développement et des décideurs dans les jours à venir. Pas d'argent, pas de recherche, pas d'innovation. Si on veut que l'avenir de demain, le futur de demain, soit
un avenir tel que la main d'ingénierie soit présente, il faut déjà préparer cela aujourd'hui. Et préparer cela, c'est mettre de l'argent. Il y a des universités qui mettent des millions pour la recherche. Nous, il faut aller dans nos universités, il n'y a même pas de fonds alloués pour la recherche. Alors, qui va faire quoi pour quelle ingénierie qui va assurer le futur? On a des questions vraiment épineuses aujourd'hui, des questions climatiques, des questions sociales. Si on n'investit pas dans l'ingénierie, comment on va résoudre les problèmes climatiques? Tout ceci passe par les réformes pédagogiques et techniques. Pour le docteur Héritier Nzenkempia, les gouvernements devraient libéraliser les secteurs pour permettre aux institutions de se choisir des programmes diversifiés et se tailler sur base de la compétitivité entre institutions d'enseignement supérieur. Au gouvernement, première recommandation, c'est redynamiser le cursus de l'ingénieur. Et quand je dis redynamiser, donc créer des curriculums modernes qui soient aussi universels. Parce que quand je vois, par exemple, dans notre faculté, on n'a pas un programme vraiment adéquat. Il n'y a pas un programme adéquat de l'ingénierie. La présence féminine est aussi souhaitable dans les sciences techniques, les statistiques des femmes étant faibles dans les domaines de l'ingénierie. Pourtant, elles ont aussi un rôle à jouer dans la construction de l'avenir commun. C'est d'abord insister sur la présence féminine dans l'ingénierie. J'ai comme l'impression que la présence féminine est absente dans le domaine d'ingénierie. Je suis doyen de faculté de sciences et technologies. En prépa, sur un effectif d'environ 80, j'ai difficilement 6 filles. La Journée internationale de l'ingénierie, célébrée chaque 13 mai, a été instituée pour sensibiliser l'opinion publique aux diverses opportunités existant dans les différents domaines technologiques et enrayer la chute continuelle des inscriptions dans les filières techniques, informatiques et scientifiques. Et aussi en marge de la journée mondiale des infirmiers célébrée le lundi 12 mai, les professionnels de la santé ont reçu des rappels sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques et des réseaux sociaux. L'accent a été mis sur la nécessité de protéger la vie privée des patients. L'initiative vise à renforcer l'éthique et la déontologie dans la profession infirmière. Luciana Moussiviro et Mwana Mpenzi. Lors d'une rencontre organisée pour marquer cette journée dédiée aux infirmiers, le président urbain du Conseil de l'Ordre des infirmiers de Butembo a insisté sur le respect du secret médical. Il a rappelé que toute diffusion de formations concernant un patient, que ce soit en ligne ou ailleurs, constitue une faute grave. Les soignants ont été encouragés à faire un usage responsable des plateformes numériques, notamment en évitant la publication d'images ou d'informations pouvant identifier des patients, même de manière indirecte. L'objectif est de garantir un cadre professionnel respectueux à l'heure où les réseaux sociaux deviennent des outils courants de communication. Le conseil, nous l'avons donné parce que l'infirmier est tenu à la discrétion. Il doit garder confidentiel les informations dont il dispose, auxquelles il accède auprès du malade. Il n'est pas question de diffuser, par exemple, les images des malades dans les réseaux sociaux. La sensibilisation s'est inscrite dans une démarche de renforcement de bonnes pratiques au sein du corps médical local afin d'assurer une prise en charge respectueuse et conforme à l'éthique. Mesdames et messieurs, cette page religieuse avant de clore cette édition du journal, 9 ans après l'érection de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Gabache en diocèse de Butembo-Béni, les chrétiens et les responsables s'activent pour la construction d'une nouvelle église. Des travaux de construction ont été lancés depuis le mois de janvier 2025. Le curé de Kabacha, l'abbé Pascal Mapendo, remercie les fidèles de la place qui s'y impliquent et qui, depuis le début, financent en totalité ces travaux. Reportage Gérard Mourefou et Samuel Waïna. Le travaux de construction de la nouvelle église, la paroisse Notre-Dame de Fatima de Kabacha, évolue normalement.
Lancé au milieu du mois de janvier 2025, les travaux de construction de la fondation de l'église sont clôturés. L'heure est à l'élargissement des murs. Cette paroisse fut un secteur de la paroisse Regina Pacis de Maboya, grandit progressivement. Ce curé explique que la construction de la nouvelle église paroissiale est financée par des fidèles. C'est là, à travers des quêtes spéciales, souvent organisées de façon sporadique pendant des célébrations eucharistiques dans ce secteur. Il y a des quêtes ordinaires qui sont consacrées à la construction, qu'on appelle Machukuru et Majengo. Avec cette quête, on a commencé, voici 2 ans, on commençait déjà à déposer le moellon. Et petit à petit, parce que vous voyez la quantité du moellon qui a été utilisé, c'est vraiment gigantesque à la fondation, c'est coûteux. C'est coûteux, mais le fait de réserver le moellon petit à petit, ça nous a permis d'arriver à cet ouvrage ici. Cantères, et dans la mesure où vous pouvez être capable d'avoir 2 ou 3 cantères après une séance de Machukuru, bon, on ne tardait pas vraiment de et voilà ce qui nous a beaucoup aidé. Et alors, comme je viens de le dire, ils offrent en nature et en espèces aussi. L'abbé Pascal Mapendo remercie les fidèles de sa paroisse qui se mobilisent pour l'émergence de la paroisse. Il ne ferme pas non plus la porte à d'autres fidèles du diocèse de Butembo-Béni qui voudraient faire autant pour la construction de cette œuvre confiée à la Vierge Marie Notre-Dame de Fatima. Je vais orienter ce message dans la dévotion mariale. Parce que nous venons de nous rencontrer, c'est une circonstance spéciale où nous célébrons le 9e anniversaire de la question de notre paroisse. Et nous venons de célébrer la messe à la Vierge Marie, qui est présentée comme, dans un contexte particulier comme le nôtre aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas insister sur la dévotion mariale et demander à ce que l'on travaille beaucoup sur son intercession. 9 ans après, les fidèles de la paroisse de Kabacha reçoivent des sacrements de l'église et participent régulièrement aux actions de développement paroissial. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui met pratiquement fin à cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi avec attention.